Bonjour à tous, bienvenue sur ce Suis-je brunch un petit peu décalé, comme vous l'avez sans doute remarqué. On n'était pas présent ce dimanche, petite difficulté d'accorder les agendas, mais ça nous permet de venir aujourd'hui alors que les séries de demi-finales sont clôturées. On sait désormais l'affiche des finales, ce seront donc les Las Vegas Aces qui rencontreront le Phoenix Mercury. On va avoir l'occasion d'en reparler juste après. Et pour ce petit Swish Brunch qui va peut-être même ressembler, comme on le disait en rigolant, à un banquet tout compris, vu le nombre de choses dont on a à discuter. On va essayer de ne pas faire trop long. Mais voilà, je suis rejoint par Gis. Bonjour Gis, et j'espère que tu vas bien. Bah écoute, salut, nickel, ouais, ça va. On brunch en semaine maintenant. Et le soir, en plus, vu qu'on va pas trahir l'enregistrement, mais on enregistre le soir, donc tout va bien, écoute. Ouais, Le tout monde à fait. évolue, tu vois, il y a des brunchs n'importe quand maintenant. Tout à fait. Et oui, c'était l'occasion. Au final, ça se mettait pas si mal de traiter du sportif comme ça. Avant de traiter le sportif, vous en avez l'habitude. On revient un peu sur les news de la semaine. Les dernières news, elles ont été un peu chargées. Et entre autres, on va y revenir d'un point de vue Cathy Engelbert, Nafisa Collir, tout ça. Mais avant de parler de ça, dans les news qui sont tombées dans les jours qui sont passés, on va un peu récapituler depuis le dernier brunch. Il y a eu quelques licenciements de coach. D'un point de vue chronologique, on a d'abord eu Noel Quinn qui a été remercié du côté de Seattle juste après l'élimination du Storm, Hum, hum, pratiquement, je hum, pense. hum. 2 jours après, Sandy Brandello, un peu dans les mêmes circonstances à New York. Et alors, la dernière news en date qui est beaucoup plus fraîche, cette fois-ci, c'est pareil le licenciement de Chris Cocklands du côté de Dallas. Alors, 3 cas un peu différents qui sont d'ailleurs perçus différemment aussi par la fanbase américaine. Et c'est marrant, pour certains, presque à l'inverse pour nous. Donc, on peut peut-être revenir d'abord sur le cas de Noel Quinn. On va pas dire qu'on était surpris. C'est quand même quelque chose, j'ai presque dire qu'on attendait depuis un certain temps, en fait. Je vais pas dire que depuis 2022, ouais, mais bon, non, non, mais bon, je pense qu'elle a eu quand même enfin, elle a eu sa chance plusieurs fois. Bon, là, on le sentait que c'était une fin de cycle et que si l'équipe n'allait pas très loin, en plus la saison, ça n'a pas été quand même terrible, hein. Elles ont fini septième du coup, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, avec cet effectif-là, non, je suis pas surpris. Bon, il y a peut-être aussi une envie de changement, hein, naturellement, par Seattle aussi, hein. On verra aussi ce qu'elles vont faire l'année prochaine. On sait qu'elles ont un pic de loterie. Est-ce qu'elles vont garder les joueuses un peu plus âgées comme Neka, Skylar, ou est-ce qu'elles vont repartir plutôt sur un projet jeune? On verra ça. C'est peut-être l'occasion aussi de mettre un nouveau coach en place, notamment si tu veux repartir sur un projet plus jeune et relancer un peu la machine en développement, quoi. Ou si alors tu re-signes tes, tes joueuses un peu plus âgées pour essayer d'être compétitif, mais dans ce cas-là, je pense qu'effectivement, mettre une coach qui sera certainement plus tacticienne pour être compétitif, ça serait plutôt une bonne idée, quoi. Ouais. Oui, et puis dans le relationnel, il y avait quand même eu quelques Ouais. casseroles aussi de, Oui. de- de son côté. Je pense qu'elle avait des joueuses avec qui elle était bien et qui du coup la soutenaient. Je pense entre autres à Nneka Ogwumike, et je pense que Skylar était bien aussi. Ça a été moins le cas pour d'autres. On sait que ça a causé le départ de Drew Lloyd, et ça a pu au bout d'un moment peser dans la balance, surtout quand les résultats Ah ouais. sportifs ne suivaient pas trop. Euh, on a le cas ensuite de Sandy Brandello. Euh, un cas qui a été beaucoup moins compris par les Américains. Nous, on n'est peut-être pas si surpris que ça. Euh, alors, ok, elle a été championne il n'y a pas si longtemps que ça. La saison de New York, elle est quand même décevante, clairement. New York finit cinquième, éliminé au premier tour. Alors, ok, il y a des circonstances de blessure, entre autres sur cette série, et même en cours de saison, qui peuvent expliquer certaines difficultés. Mais après, dans le contenu, on va pas se mentir, le titre de 2024, du coup,
l'arbre qui cache la forêt, c'est peut-être une formule qui est un peu exagérée, mais en tout cas, c'est sur l'ensemble de son œuvre, je vais dire. La saison 2024 a été une saison clairement réussie parce qu'elle termine par un championnat, mais en plus de ça, au niveau du contenu et des choix qui avaient été faits, que ce soit tactique de hiérarchie, il y avait eu certains choix forts et qui ont payé. Sur les 3 autres saisons, parce qu'on l'a quand même eu 4 saisons au Liberty, donc elle a quand même eu elle Ouais, aussi faut pas un oublier échantillon. 2022 aussi quand même, hein. Ouais, tout à fait. Euh, je trouve que on a quand même souvent été frustré par cette équipe. Et oui, elle a été souvent loin. J'ai presque envie de dire heureusement, vu le recrutement qui avait été fait et vu les armes qu'elle avait à sa disposition, quoi. Ouais, pour moi, c'est un cas un peu différent de Noël Quinn quand même. Mhm. Parce qu'il y a eu de la performance. Alors après, on peut remettre aussi en exergue l'équipe qu'elle avait, hein, parce qu'effectivement, bon, il y avait quand même beaucoup de talent. Moi, personnellement, je comprends un peu les Américains parce qu'ils raisonnent d'un point de vue résultat. Tu fais finale en 2023, tu gagnes en 2024, tu vas quand même en playoff en 2025. Bon, voilà, c'est pas catastrophique d'un point de vue de résultat, mais encore une fois, bon, faut regarder l'équipe, faut regarder tout ça. Moi, je pense que cette année, les torts, ils sont un peu partagés. Clairement, elle n'a pas optimisé tactiquement ce groupe. Ça, c'est évident. Je pense qu'il y a des erreurs, notamment de positionnement de joueuses, de choses comme ça, qui sont faites. Par contre, moi, on m'enlèvera pas l'idée quand même qu'il y a un gros problème de construction d'équipe. Et on en avait parlé lors des previews, hein. Je pense que le New York s'est trompé dans son recrutement totalement. Je pense, et encore une fois, c'est des choses que j'aime bien, hein. Moi, j'adore Tasha Claude, mais je pense que mettre Tasha Claude dans cette équipe avec, en perdant en plus Betnaj Jalaini, Kala Santon, tu vois, des profils qui étaient intéressants et qui ont été hyper importants l'année dernière en playoff, je pense que c'était pas la bonne optique. Et donc, du coup, c'était un peu, à mon avis, un peu un cadeau empoisonné, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait sans doute des moyens d'optimiser mieux le roster qu'elle a eu cette année, je pense, quand même, dans les phases de jeu, dans, les, dans la partie tactique. Mais on sait bien que Sandy Brandello, là-dessus, c'est pas la plus grande tacticienne. Mais il y avait un peu de cadeau empoisonné parce que, bah, en plus, quand tu récupères Emma Messman, tu vois, en cours de saison, et c'est pas difficile de la mettre, de l'incorporer dans un plan de jeu. Et tu sais, on en avait parlé tous les deux. On s'est rendu compte qu'elle a beaucoup été utilisée en finition et peu à la création. Donc, ce qui prouve aussi que, bah voilà, l'optimisation du roster, il n'était pas parfait et c'était compliqué de faire fonctionner. Après, moi, quand même, je tempère et après, je te laisse la parole, Flo. Faut pas oublier quand même que Brenna Stewart se blesse en playoff, quoi. Moi, je sais Ouais. pas ce qui se passe. Si quand tu vois son dernier match avec un genou en moins, le Non, c'est match clair. juste avant, elle est clairement diminuée et on ne sait pas ce qui se passe si elle est en pleine possession de ses moyens parce que je pense que vu son dernier match, si elle est en pleine possession de ses moyens, c'est possible qu'elle en mette 50 dans le match, quoi. Donc voilà, bien sûr, on va pas tout casser ce qu'on a dit, les erreurs des fois de plan de jeu, de choses comme ça. Je pense quand même que ça joue un peu. Donc, c'est pour ça que je tempère un peu. Mais après, il faut aussi se rappeler que ça fait 4 ans, 4 saisons. Bon, c'est un cycle quand même qui est assez long, hein, 4 ans pour un coaching staff. Je pense que c'est peut-être pas mal de changer. Et puis en plus, il y a la free agency qui arrive. On ne sait pas exactement ce qui attend New York aussi non plus, hein. Donc, voilà. Donc, D'ailleurs, je tempère un peu quand même, hein, parce ouais, que c'est un peu différent de Noel Quinn pour moi quand même. ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que Jonathan Kolb, quand il s'est justifié hein, de son choix, il a clairement dit que c'est pas les résultats qui étaient en cause et que justement, il analysait aussi le contenu sur le Mm. terrain. C'est ce qu'il a dit. Après, c'est lui qui est responsable du recrutement aussi, hein, donc voilà. Mais je veux dire, Voilà, il va pas se virer lui-même, quoi, en gros, quoi. voilà. Mais il a quand même clairement parlé Non, mais oui, oui. du contenu sur le terrain, donc voilà. Je Je, pense pe- que voilà, je- elle va je pense retomber que sur ses pattes. Ouais, ouais. Si New York avait perdu, mais en développant un jeu vraiment attrayant, puis des fois tu perds parce que bah, ça arrive, quoi. Je pense que ça aurait été peut-être un peu plus discutable sur le licenciement. D'ailleurs, c'est pas un licenciement, hein. Il Non, renouvelle pas le il contrat, hein. renouvelle pas son Voilà. contrat, oui, Non, tout mais à c'est fait. un petit peu différent quand même. Mhm. Tu vois, c'est quand même un petit peu Mais différent. d'ailleurs, Noël Queen, c'est la même chose, je pense. Oui, ça doit être la même chose aussi, il me Je pense semble. que Ouais. c'est la même Ouais. chose aussi. Pour Chris Cocklands, j'ai pas vérifié s'il avait plus d'une année de contrat ou comment ça se passait. Je sais pas. Je sais pas. Je t'avoue. Chris Cocklands, c'était sa première année avec un bilan. Ben, je voyais je me demande s'il mettait pas worst
mais à mon avis, ils prennent pas en compte les années Tulsa de la franchise, hein. Ils ne prennent que à Dallas. Mais en tout cas, effectivement, il y a un bilan Bon. chiffré. Ou alors, ils voulaient peut-être juste dire dans l'article le moins bon de la ligue, c'est possible. Ah oui, je Ouais, pense non, le c'est moins ça. bon parce que C'est même le moins celui-là bon de de la ligue. même celui-là de l'année dernière de T'as Tramel, je suis pas raison. sûr qu'il soit beaucoup mieux, hein. Ouais. Non, non, t'as raison. C'est moi qui ai Mmh. mal compris le truc. Toujours est-il qu'effectivement, Dallas finit dernier de la régulière. Euh, Par contre, là, moi, je pense que, enfin, si réellement c'est sur les résultats que tu vires ton coach, il y a des trucs que je comprends pas parce que clairement, on a bien senti que c'était tourné vers la reconstruction. Ouais, j'ai pas tout compris, surtout que pour le coup au niveau du jeu, moi je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes Ouais. mises en place, et surtout il a évolué en cours de saison. On en avait parlé dans un live qu'on a fait où on avait parlé des coachs, on avait un peu tiré le bilan de la saison. En plus il y avait une évolution, donc je trouve que même si je comprends et je pense que Paige entre autres ne va pas être une joueuse qui va attendre indéfiniment que le projet évolue et de se mettre à Non. gagner, mais je pense que tu avais moyen de l'année prochaine déjà développer et que tu pouvais encore lui laisser l'année prochaine. Et éventuellement, si tu voyais que le côté compétitif mettait trop de temps à arriver, réagir à ce moment-là. Mais moi, je trouve que la saison de Dallas, vu les circonstances, tu vas encore drafter haut, alors qu'on sait que au niveau de l'effectif, voilà. Il y a la question de savoir ce que tu fais d'Arike Ogunbowale en sachant que elle a été blessée, elle a eu des moments de la saison plus compliqués. J'ai pas trop compris ce licenciement-là. Mais bon, voilà, tu as peut-être d'autres clés de réponse par rapport à ça. Alors, moi, j'ai été assez surpris, hein, pareil, tactiquement, je trouve que c'était plutôt un bon coach, relativement moderne dans son approche du jeu. Alors après, forcément, une équipe mauvaise, enfin, je veux dire, on donne cette équipe à n'importe quel coach de la ligue, je pense qu'il fait pas. Alors, il y a peut-être deux, trois victoires de plus, tu vois, c'est possible, mais à mon avis, tu es au fin fond de la ligue quand même. En plus, il faut savoir que Dallas, il y a quand même eu plein de choses. Ils ont fait un tanking déguisé, ils ont envoyé des trades, il y a eu je sais pas combien de blessures. Pendant 2 mois, Riquet, pratiquement, elle joue pas, hein. Enfin, tu vois, à un moment. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Bon, moi j'étais un peu surpris. Je pensais qu'ils allaient continuer sur une deuxième année. On s'était exprimé dans le live. Je pense que moi, c'est pas un coach qui peut-être, en tout cas pour le moment, parce que c'est quand même un coach assez jeune, qui aurait pu t'emmener au titre. Par contre, je pense que c'était un bon coach de développement. C'est pour ça que j'aurais plutôt cru qu'il allait rester un an. Je vois qu'une seule raison, moi, vraiment, c'est le côté de la free agency. On sait que quand même, La crédibilité. voilà, la crédibilité du coaching et la réputation du coach. On sait que ça joue, tu vois. Quand d'ailleurs, on va reparler de Sandy Brandello, mais tu vois, quand elle arrive à New York, je suis pas sûr que Brianna Stewart, John Quad Jones arrivent. Si c'est une coach, si c'est peut-être Walt Hopkins encore, tu vois, Mhm. avant. Parce que ça joue en fait la réputation d'un coach. Et je me demande si c'est pas plutôt ça la raison, c'est-à-dire de dire on va essayer de mettre peut-être quelqu'un qui a plus d'expérience ou qui a plus de renommée en tout cas, de façon à être peut-être assez agressif sur la free agency qu'on rappelle qui va être relativement légendaire. Moi je vois que ça parce que sinon d'un point de vue jeu, d'un point de vue euh, le temps quand même, parce que Dallas a le temps, tu vois, c'était que l'année 1 cette année du projet quoi. Ouais. Donc voilà. Bon après, on sait qu'il était proche de Kurt Miller. Enfin, Kurt Miller était proche de lui puisque c'était un de ses assistants. Donc je pense que si Kurt Miller l'a licencié, c'est pas voilà, c'est pas que le côté, tu vois, sportif. Je pense qu'il y a autre chose quand même derrière. Donc voilà. Et je pense que par contre, je pense pas que ça vienne vraiment des joueuses ou de Page ou autre parce que bon, c'est pas vraiment dans son caractère d'être, tu vois. Il y a Non, et des puis on joueuses a qui me surprendraient moins d'être au conflit avec des coachs. Oui, puis on n'a pas senti de. Non, Enfin, tu vois, pour le coup, non, non, ouais, à non, l'époque non. où c'était le cas, par exemple, avec Vicky Johnson, on avait eu des news qu'il y avait quand même parfois de la frustration de certaines Avec des joueuses joueuses, ouais. Bien de sûr. son côté à l'ancienne, tu vois. Drew Lloyd, Noel Quinn, on l'a su aussi. Même si c'est pas la ligue la plus suivie et enfin, Mm. où on a le plus d'insight de ce genre-là, je pense qu'on l'aurait su. Là, on n'a jamais vu de problème au niveau du groupe, d'incompatibilité d'humeur de qui que ce soit. Donc, non, non, je pense effectivement que. Je pense que la théorie de la crédibilité vis-à-vis de la free agency, elle est logique parce que pour avoir une crédibilité, soit tu dois avoir un coach qui a déjà un nom, soit éventuellement tu peux avoir un jeune coach mais qui a prouvé après une ou deux saisons
qu'il y a vraiment du jeu, que ça se développe et qui du coup a montré sur le terrain. Là, le problème, c'est qu'effectivement, étant dans vraiment une année de tanking, hein, clairement, Ouais, ouais, faut pas se tromper, hein. enfin voilà, ben, il n'a pas les possibilités de montrer sportivement et donc c'est vrai qu'il y a des joueuses qui peuvent être refroidies par ça et de se dire ouais c'est bien gentil, ouais ça joue bien, mais moi au final je veux gagner et Mmh. Ouais, puis t'en as gros qui analysent pas forcément le jeu non plus, hein. Tu sais, des joueuses, c'est ça. faut Ouais, pas ouais, croire non exactement, plus bien que, sûr, bien sûr. il y a non, mais voilà, par contre, il y a un point quand même, je pense que c'est important pour Dallas, c'est que on l'a évoqué, l'année dernière, pour Teaspoon, tu vois? Tu sais ce que tu as, tu sais pas ce que tu retrouves non plus et donc faut faire attention de pas se planter, quoi. Parce que là, tu as quand même licencié un coach qui avait des idées de jeu, qui étaient à mon avis plutôt intéressant quand même dans le développement. Si derrière, tu fais un mauvais choix et que que tu progresses pas malgré une équipe meilleure, parce que je pense que Dallas aura une équipe meilleure la saison prochaine, attention quand même parce que tu vois, c'est toujours un risque, tu sais, c'est toujours le cas, tu sais ce que tu as, tu sais pas ce que tu retrouves quoi Ouais. derrière donc alors là, le choix, ils le font, mais ça peut aussi mal se passer donc bon, il y aura pas de continuité, on va dire donc après peut-être que l'effectif de Dallas l'année prochaine ne ressemblera absolument pas à celui de cette année et donc de toute façon, il n'y aura pas forcément besoin d'avoir de la continuité. C'est peut-être aussi ça, hein, le sujet de fond derrière, hein. Bon, on verra, on verra. Pour le moment, j'étais assez surpris, moi, j'avoue quand même. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, on va laisser là le volet des coachs, on verra bien comment Mmh. ça se profile. L'autre news qui a été un peu brûlante, ben, c'est la news d'hier Bombe soir, nucléaire. d'avant-hier pour vous, d'hier soir pour Mmh. nous. Donc en sortie de saison, donc Minnesota a été éliminé. Il y a eu pas mal de critiques sur l'arbitrage, on pourra peut-être y revenir très rapidement juste après. Mais dans la foulée un peu de tout ça, donc je vous rappelle globalement le contexte qui débute. On a donc le pétage de plomb intersidéral de Cheryl Reeve à l'avant-dernier match, du coup, Mmh. donc au moment de la blessure de Nafisa Collir, où elle veut sauter à la gorge des arbitres, elle est retenue par ses assistants, elle est expulsée comme de juste, j'ai envie de dire. Ouais. En sortant, elle insulte le public, c'est pas anodin, je trouve qu'il y a pas mal de médias plus généralistes qui ont oublié Mmh. Mmh. ce point dans l'étape Non, quand non, même. mais la suspension est normale, hein. Ouais. En conférence de presse, elle surenchérit en allumant un peu tout le corps arbitral. Ça, c'est une première chose. Derrière, on a Becky Hammon et Stephanie White qui globalement soutiennent Cheryl Reeve, en tout cas sur sa déclaration par rapport aux arbitres, qui prennent aussi une amende, alors beaucoup plus faible, hein, je pense qu'elles prennent 1000 $ Ouais, chacune. ça par contre, c'est moins normal, je Ça, trouve c'est quand plus même. ridicule. Mmh. Ça, Ouais, c'est ouais. clairement plus ridicule. Et d'ailleurs, ça va nous permettre d'arriver au point suivant. Maintenant, c'est un peu la politique. On le voit en NBA aussi, hein. Un gars qui dit un mot Ouais, sur mais l'arbitrage, il prend directement. J'ai pas dit que je cautionne, hein. Mais mmh. je veux dire, c'est une espèce de politique un peu globale de le mettre de façon globale. Mais le souci, c'est que derrière, ça donne un peu l'impression que la ligue, elle veut juste faire taire toute critique. Et ça nous amène à la conférence de presse de Nafisa Collir qui est donc arrivé, donc c'est le soir, pour nous c'est donc mardi soir, Avec qui son petit a, papier. avec son petit papier, son discours, et qui, pendant 4 minutes, a démarré de cette question d'arbitrage, a très vite dérivé sur le leadership de la WNBA de façon globale, avec d'autres choses qui n'ont vraiment pas trait à l'arbitrage, et qui, je pense, montrent plutôt peut-être l'ambiance dans laquelle se déroulent les négociations pour le prochain CBA. Et donc, en substance, elle a terminé en disant que nous avons les meilleures joueuses du monde, nous avons les meilleurs fans du monde et nous avons les pires leaders du monde, qui est une phrase un peu forte. Elle a pris plusieurs exemples en nommant directement, en disant, en parlant de Cathy, pour parler de Cathy Engelbert, où elle la nomme, enfin c'est vraiment nommément, donc c'est assez Ah oui, dirigé, elle est ciblée, ouais. Ouais, ouais. en faisant ressortir aussi certaines déclarations de Cathy Engelbert vis-à-vis de Caitlin Clark, vis-à-vis de pas mal de choses, qui donne un peu l'impression, si on prend les déclarations de Nafisa Collir, qu'on a effectivement un leadership de la Ligue qui est un peu hors sol et qui... ça me fait penser à d'autres fédérations et à d'autres cas, hein, sans vouloir pointer du doigt certains épisodes dont on a déjà parlé, Bref. mais où on a de nouveau un leadership au niveau de la Ligue qui semble pousser en mode que
les joueuses leur doivent beaucoup, ce qui, moi, pour moi, donne un peu l'impression d'être un peu resté à l'ancienne. Euh, et puis après, derrière, dans la soirée, parce que je pense que c'est une bombe auquel personne ne s'attendait, on a un communiqué de la Ligue et de Cathy Engelbert. Bon, on va pas se mentir, qui est complètement creux, hein, où en gros on a 4-5 phrases de langue de bois qui dit Mais je qui suis dément pas quand même, hein. qui Qui dément dément rien pas. du tout, qui dit Ouais. juste je suis déçu que ce soit perdu comme ça et je souhaite conserver une bonne relation avec Nafissa. Enfin, je vous Ouais. paraphrase le truc, hein, je vous invite vraiment ben déjà aller écouter les 4 minutes complètes de Nafissa Collir parce que je pense que c'est important d'avoir le complet. Et donc voilà, ça a un peu balancé une bombe. Ça montre en tout cas que effectivement les négociations du cibier, elles sont pas si simples que ça. Et je pense que c'est pas juste une question de fond, c'est une question de la manière dont les rapports de force sont en train de se faire. Et ça montre bien que c'est un moment charnière. Je veux dire, 2019-2020, le précédent CBA avait déjà été un moment charnière pour, je veux dire, accentuer vraiment la professionnalisation de la ligue. Et je pense que c'est ce qui a permis l'explosion actuelle. C'est sûr, ouais. De permettre quelque chose. Donc ça, je pense qu'on l'a déjà dit. Je vous invite d'ailleurs, tant que j'y suis, à aller lire le billet d'humeur que Emma, que vous avez déjà vu en live avec nous certaines fois, a écrit et qu'on a publié donc hier pour vous. Voilà, qui prolonge un peu sur le sujet, c'est intéressant. Mais donc tout ça pour dire que je pense qu'il ne faut pas mettre de côté toutes les avancées que Cathy Engelbert a fait, entre autres au début de son arrivée, au niveau de la négociation de ce nouveau CBA, au niveau de sa mise en place, de la bulle et de plein de choses. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'il y a vraiment une fracture entre elle et les joueuses qui a l'air assez consommée, qui était déjà un peu larvée depuis une bonne année. Mais là, je pense qu'on a atteint un point de non-retour. Et je pense que le futur CBA va être la dernière pierre de Cathy Engelbert. Et j'ai l'impression qu'elle va après laisser la main pour quelqu'un d'autre. Ouais, je pense que aujourd'hui, alors c'est un sujet complexe hein, qui demanderait presque du détail et d'en parler pendant plus longtemps, mais je pense que actuellement il y a une non-compréhension de la ligue des proprios WNBA. Parce qu'il faut rappeler que Cathy Engelbert elle est beaucoup visée, mais Cathy Engelbert c'est une personne publique en fait entre guillemets. C'est voilà, c'est les propriétaires C'est la représentante des WNBA. proprios. Voilà, c'est la représentante des propriétaires WNBA et NBA aussi, et un petit peu d'Adam Silver aussi, hein, d'ailleurs, hein, au passage. Donc, c'est elle qui est en public, mais voilà, il y a toutes ces personnes-là derrière. Je pense qu'il y a une non-compréhension de ce qui se passe. Et tu vois, et comme tu l'as dit, il ne faut pas annuler tout ce qu'a fait de bien Cathy pour la Ligue parce qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Et nous, on peut en témoigner parce qu'on suit la Ligue depuis maintenant quand même assez longtemps pour le voir. Et ça, il ne faut pas l'évacuer parce que si aujourd'hui les filles jouent dans des vraies salles de basket, si aujourd'hui elles ont de l'accès à la maternité, des choses comme ça, c'est aussi grâce à elles parce que tout ça, ça n'existait pas. Il faut se rappeler de où jouait le New York Liberty euh, avant l'arrivée de Cathy Engelbert, quoi. Bref, donc tout ça, c'était positif. Par contre, je pense que ouais, il n'y a pas eu une compréhension de ce qui se passe et de l'explosion du coup de projecteur, de l'ajout des nouvelles joueuses aussi qui amènent, on en a parlé plein de fois, mais qui amènent leur plateforme, qui amènent leur podcast, leur façon et qui, en fait, entre guillemets, popularisent la ligue sans que sans la ligue en fait entre guillemets. Elle popularise grâce à leur image. Et là, on se rend bien compte que la ligue elle voudrait rester comme c'était avant quoi. C'est-à-dire on a la main mise sur tout et je pense que le clash il est là. Et c'est pas et c'est juste à mon avis voilà un problème de compréhension. C'est-à-dire elles arrivent pas la ligue n'arrive pas à comprendre ce qui est en train de se passer. Et on le voit, je trouve aussi exactement en Europe, tu vois, avec la FIBA, avec les championnats européens, qui ont du mal aussi à comprendre ce qui est en train de se passer en WNBA. Et voilà, et c'est tout ça. Et comme tu l'as dit, bon là, je pense que oui, c'est assez consommé et que c'est probable que la direction de la ligue va changer. Après, c'est comme les coachs, hein. Ça ne veut pas dire qu'on aura forcément mieux Ouais. ou moins bien, mais en tout cas, oui, je pense qu'il y a vraiment une mécompréhension totale de l'environnement autour de la WNBA et de ce qui se passe, quoi.
D'ailleurs, je vais revenir parce que dans les déclarations que Nafisa Collir a dévoilées, que lui aurait dit Cathy Engelbert entre deux couloirs, en gros, hein, dans des discussions comme Mmh. ça, Oui, c'est il y des a quand discussions privées, quoi, ouais. ouais, il y a quand même une phrase qui je trouve est assez symptomatique de ce que tu évoques là, c'est quand je pense qu'elle parle justement de la nouvelle génération, de tout ce pool Caitlin Clark, Angel Reese, Paige Bakers, pour citer les trois, je pense, les Bah, les plus. sites, hein, d'ailleurs, hein, les Ouais, 3 hein, c'est ça. dans les 4 coins. Et que Cathy lui aurait dit que ces jeunes-là devraient être à genoux de gratitude pour la plateforme que la Ligue leur donne. Là, je pense que c'est absolument ne pas comprendre. Parce qu'autant on a été les premiers à dire que Caitlin Clark n'était pas toute seule. Parce que tu vois, il y a eu aussi un pan qui a eu. Bien Genre, sûr. la Ligue n'existait pas avant Caitlin Clark, c'est faux. Mais par contre, nier que cette génération, et je pense que dedans, on peut mettre en prémisse, je vais dire, Sabrina Ionescu et Ja Wilson, Ouais, je suis tu d'accord. vois deux, trois joueuses comme ça qui sont des joueuses. Et Wilson et Sabrina Ionescu sont vraiment les premières qui me viennent en tête, qui sont des joueuses qui ont déjà leur plateforme, un public presque en Mmh. dehors de la ligue. Caitlin Clark, Paige Bakers et Angel Reese C'est explosent, démultiplié, quoi. Ouais. explosent ça complètement. Et donc, autant je trouve abusif de dire en gros la WNBA n'existait pas avant Caitlin Clark et voilà, mais d'un autre côté ne pas se rendre compte que c'est ces joueuses là, c'est les joueuses qui font ton explosion. Alors oui, il y a un contexte qui fait qu'il le permet, mais enfin il faut les deux, mais je trouve effectivement que la ligue ne comprend pas, il y a plein de choses qui ne sont Mais pas comprises quoi, clairement. mais le truc, c'est que bien sûr qu'il faut les 2 hein, il faut des propriétaires, il faut tout le monde. Mais par contre, il y a une chose qui est vraie, c'est que s'il y a pas de joueuses, il y a pas de ligue, quoi qu'il arrive. Mhm. Et donc c'est pour ça qu'à un moment, quand on entend leur discours et que, bah, tout est louable, en fait, dans ce qu'elles disent et je pense que c'est juste ça, là. Je pense que c'est une mécompréhension, parce que ça a été soudain et c'est vrai que et nous, on l'a vu aussi, tu vois? On a été les premiers l'année dernière à tempérer certaines choses, certains discours, des choses, mais voilà, ça a été tellement rapide que, bah, la porte a été prise un peu en pleine figure et du coup, je pense qu'il y a eu du mal à vouloir lâcher un peu, tu vois, un peu de choses, un peu le leadership parce que, la ligue a peut-être peur aussi, les proprios ont peut-être peur que les joueuses prennent plus d'importance, tu vois? Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on voit en NBA, tu vois? Les joueurs, ils ont plus d'importance au final que souvent les franchises ou les propriétaires. C'est les joueuses, c'est les joueurs qu'on parle en fait. On parle pas des proprios, on parle pas de la ligue en tant que telle, tu vois. Et c'est peut-être ce qui est un peu en train de se passer en WNBA et donc c'est peut-être un peu le choc des générations, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que partir peut-être sur une nouvelle direction, mais sans oublier quand même tout ce qui a été fait. Je rappelle toujours, hein, parce qu'il faut se rappeler qu'en 2018, les salaires, c'était c'était 100 000 dollars, quoi. Le Tu salaire vois. max était à 115 000. Ouais, voilà. Il y avait Il n'y avait pas absolument. d'avion, il y avait pas de vol privé, il y avait pas de, enfin, Il y les avait joueuses n'avaient aucun moyen d'entraînement. Enfin, c'était vraiment, on partait de très, 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 très loin. Donc, c'est pour ça que je, je pense que c'est arrivé au moment où il faut se serrer la main et puis dire, voilà, on change et ça commence à fuiter d'ailleurs, hein. Là-dessus, on commence à avoir des articles aux États-Unis qui parlent de qu'elle partirait juste après la négociation du CBA, quoi. Donc, bon, ouais. on va voir, quoi. Ouais, de toute façon, je pense que sa place devient un peu difficilement tenable, c'est clair. Là, c'est le hot seat quand même un peu, hein. Ouais, c'est clair. Euh, on va revenir sur le sportif. Donc, on a eu donc lors du dernier brunch, les séries de demi-finale débutaient tout juste. Là, on va pouvoir revenir un peu sur les deux séries. Je te propose de commencer. Bon, je me remets un peu mes matchs devant les yeux. Comme tu veux. C'est pareil. Bon, on peut peut-être commencer justement par Minnesota Phoenix et cette fin série plutôt serrée avec des beaux ajustements tactiques. Belle série qui malheureusement tourne un peu en eau de boudin avec la blessure de Nafisa Collir. Je pense que le match où elle se blesse, de toute façon, je, Il était perdu, oui, je oui, pense qu'il oui. était perdu Oui, oui, il était celui-là. perdu. Maintenant, malheureusement, c'est difficile de revenir quand de un, ta meilleure joueuse Ouais. est blessée, et en plus quand c'est une joueuse qui a autant de rayonnement avec tout ton plan de jeu qui est fait autour d'elle en fait. Donc, euh, donc globalement voilà.
Ouais, bah, je pense que, bah, c'est quand même un tournant, de la série évidemment. La blessure, c'est parce que, OK, il y a 2-1 Phoenix, mais bon, tu sais pas ce qui peut se passer sur d'ailleurs, elles le perdent pas de beaucoup, hein, le match 4 et puis derrière, tu as un match à Minnesota quand même qui a l'avantage du terrain donc tu sais pas ce qui peut se passer. C'est sûr que sans Nafisa Collier, bah, voilà, Minnesota, c'est pas l'équipe qui a le meilleur effectif. C'est l'équipe qui était super bien construite autour d'une joueuse, qui est avec des bons éléments, mais là, tu perds ta solution principale offensive. Bon, bah, ça devient compliqué, quoi. Je pense que si on avait enlevé Alyssa Thomas, à Phoenix, ça aurait été très compliqué aussi, tu vois? Donc, voilà, bon. Mais après, à côté de ça, quand même, je sais pas trop ce que tu en as pensé, mais moi, j'ai pas trouvé les Lynx très, très bons sur cette série. Hem, je les trouvais beaucoup moins rayonnantes dans le jeu par rapport à la saison régulière. Leur défense a toujours été bonne. Par contre, l'attaque, voilà, j'ai trouvé qu'on avait moins utilisé Kella McBride, tu sais, les petits Et systèmes en sortie d'écran. moi, je pense qu'il y a un point qui est intéressant quand même, et c'est que Phoenix est une équipe avec fatalement Alyssa Thomas en tête de gondole qui joue dur. Ouais, ouais, c'est clair. Et ça, pour entre guillemets un collectif aussi léché offensivement en tout cas que Minnesota, c'est un truc qui te sort de ta zone de confort. Et c'est là que je peux comprendre qu'il puisse y avoir une frustration au niveau des arbitres, pas spécialement par rapport à des erreurs d'arbitrage, mais parfois par des manques de Un côté plus cohérence physique, quoi. et du coup de savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc effectivement, et d'ailleurs ça va être un point très important à mentionner quand on va parler de la finale, Mmh. parce que c'est effectivement un élément qui va pouvoir jouer. Mais je pense effectivement que c'est un point qui a rendu la vie plus difficile à Minnesota, qui a fait qu'elles ont eu un jeu moins léché que la manière dont elles ont pu se promener toute la saison. Ça, c'est clair. Maintenant, effectivement, ça nous aurait peut-être donné une série en 5 et effectivement, Minnesota avait, je pense, les armes de pouvoir aller le chercher. Moi, ce que je retiens quand même, c'est qu'on a quand même un effectif de Phoenix qui a trouvé des ressources avec un coach, on l'avait mentionné, Nate Tibbetts, qui est un très bon coach et qui nous le montre avec des plans de jeu qui sont bien pensés, bien dirigés. Euh, je pense que c'est vraiment un coach pour lequel, enfin, qui se sublime en playoff, c'est peut-être trop parce qu'il a fait une très bonne saison régulière aussi, mais typiquement un coach qui est dans l'analyse, qu'elle soit statistique avancée ou même juste du jeu, et qui trouve des solutions qui s'adaptent. Et ça s'est vu sur cette série. Ça s'est vu sur les deux séries d'ailleurs, hein, même la première. Et donc, ça va être intéressant de voir ce qu'il va pouvoir proposer face à Vegas. Mais effectivement, on a cette série qui tourne au cours avec un fait de jeu. On va revenir quand même rapidement dessus parce que ça avait fait discuter. Il n'y a absolument pas faute sur cette action. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je sifflerai pas. Effectivement, il y a un contact, mais le contact, il est après l'interception de la balle et au niveau du ballon, c'est absolument propre. Il y a un jeu de main à main. Alyssa Thomas anticipe le main à main, elle l'anticipe très, très bien. En plus, c'est une de ses spécialités, c'est quelque chose qu'elle fait très, très bien. Elle prend la balle dans les mains et après, effectivement, les pieds s'accrochent et Mais le bon. choc, il est après. En plus, c'est même plutôt Nafisa Kolir qui avance dans Ah la ouais, ligne mais de parce que c'est course. un main à main, quoi, en fait. Donc Ouais, mais forcément, tu es les proche. deux sont lancés Bah dans oui, leur course, en fait. bah oui, oui, voilà. Non, je pense que là, il y a pas de conflit. Après, je pense que c'est une accumulation de plein de choses, tu vois? Il y a de la frustration, des joueuses, de la défaite, il y a la blessure, il y a quelques coups de sifflet, mais comme, dans tous les matchs, en fait, il y a peut-être aussi un peu, elles ont peut-être aussi un peu de mal à accepter ce qui s'est passé l'année dernière avec, les quelques coups de sifflet qui ont quand même tourné un peu en leur défaveur, tu vois? Faut se rappeler, moi je commande pas trop l'arbitrage, mais c'est vrai que l'année dernière, il y a des petits coups de sifflet qui vont pas trop dans leur sens. Bon, il y a d'autres points hein, de la finale, mais tu vois, tout ça, ça s'accumule. Il y a de la frustration. Tu es une équipe qui a été première de la régulière, qui a dominé la saison. Enfin, encore une fois, hein, les coachs qu'on interviewe comme ça en sortie de match, je pense que tu fais la même interview le lendemain, je suis pas sûr que Cheryl Reeve te sorte la même phrase, tu vois. Non, à Tu te chaud, c'est rappelles de, toujours compliqué quand même, hein. tu te rappelles de Phoenix en 2021 quand Diana Taurasi veut pas se présenter à la conférence de presse parce qu'elle sait très bien que si elle s'y présente, bah, tu as la frustration, quoi. Non, non, mais tu vois, Elle prend 15 000 euros d'amende, oui. voilà, c'est donc bon, voilà, je pense que ça, c'est pas, c'est bon, en tout cas, j'aurais pas sifflé faute. Après, oui, il y a je comprends la frustration, mais je reviens là-dessus. Je trouve que Minnesota, là, offensivement, ça a un peu peiné et bon, j'en ai fait un tweet sur Twitter, là-dessus. Je pense qu'aussi, il y a un peu l'écroulement de certaines joueuses. Enfin, c'est pas, qu'elles se sont écroulées,
dans le jeu, hein. C'est juste qu'elles ont eu moins de réussite. Et j'en ai parlé notamment à Lana Smith qui n'a pas du tout rentré de 3 points cette saison. Il faut savoir que l'année dernière, elle shoot à 41% à 3 points. Je pense qu'elle était un peu en surchauffe quand même. Et cette année, elle a shooté à moins de 12% à 3 points. Et pourquoi j'en parle? C'est pas pour cibler la joueuse, parce que c'est une joueuse que j'adore et elle a été excellente défensivement. Mais offensivement, le problème, c'est que tout le jeu des Lynx est construit autour du 5-out, donc de jouer avec 5 joueuses à l'extérieur et d'avoir une grande qui tire à 3 points. Sauf que là, bah, elle n'a pas mis les tirs et elle a eu beaucoup de tirs ouverts qui ne sont pas rentrés. Et ça, entre guillemets, ça a un peu cassé le plan de jeu aussi de Minnesota. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec beaucoup de jeux d'isolation et notamment beaucoup de jeux autour de Courtney Williams. Je vais donner juste une stat là-dessus, mais sur les matchs où il y a eu Courtney Williams et Nafisa Collier qui a joué, Courtney Williams a un usage plus important que Nafisa Collier. Et ça, je trouve que ça en dit long sur la difficulté du jeu collectif des Lynx, parce qu'elles ont eu ce problème de manque de tir à 3 points, ce qui a fait que ça a resserré les lignes de drive, resserré les lignes sur Nafisa Collier. Et du coup, tu as eu un petit peu moins d'ouverture au panier, un petit peu moins de tirs ouverts pour Kala McBride. Et je pense que c'est une des grosses raisons aussi de un peu leur pénurie en attaque par moment, quoi. Donc, mais encore une fois, Alana Smith, c'est pas une mauvaise shooteuse. C'est peut-être pas une shooteuse à 40%, mais c'est pas une shooteuse à 12%. Donc, je pense qu'il faut le citer, mais il faut aussi le tempérer. J'ai vu beaucoup de tweets passer. Ah oui, il faut peut-être tout casser l'année prochaine. Moi, personnellement, j'en suis pas persuadé, en fait. Je pense que c'est peut-être juste simplement que tu as fait une mauvaise série à 3 points et ça arrive et que du coup, ça a un peu perturbé pendant que de l'autre côté, quand même, on a des joueuses comme Satou Sabali qui ont rentré des perles absolument à peu près partout. Donc voilà. Ouais, t'es tombé contre une match-up. T'es tombé contre une match-up qui n'était pas simple pour toi non plus. Hein. Ouais, bien sûr. Mais du crédit, comme tu l'as dit, à la défense aussi de Phoenix. Hein, parce que je pense notamment à Monique, hein, qui a super bien défendu, qui a super bien traversé les écrans, etc. Qui a vraiment handicapé Minnesota. Alyssa Thomas, elle a vraiment gêné Nafisa Collier. Parce que Nafisa, elle a mis des tirs durs, mais franchement, la défense, à chaque fois, elle était hors norme. Donc non, c'était une belle série, hein, tactique. Après, il y a 3-1, mais je pense qu'avec sans la blessure, à mon avis, ça aurait été certainement en 5. Et après, on aurait vu ce que ça aurait pu donner. Mais c'était une série hyper intéressante que j'ai bien aimée. Et bravo à Phoenix parce que, honnêtement, on savait que ça serait une bonne équipe. Enfin, moi, personnellement, je savais que ça serait une bonne équipe. Mais je ne les voyais pas non plus arriver sans doute jusque-là, quoi. Ouais, tout à fait. De l'autre côté, on a eu une série qui, en termes de scénario, a répondu à toutes les attentes. Ouais. Clairement, jusqu'au bout du bout, hein, parce que donc je rappelle que ça s'est réglé au Game 5 en prolongation. En prolongation. Au niveau du jeu, un peu plus pauvre quand même, pour tout un tas de raisons. Mais avec une équipe d'Indiana hyper valeureuse. Enfin, franchement, quand on voit les blessures, même là, au final, hein, elle termine avec Kelsey Mitchell qui doit quitter pour maladie. Hein, elle avait des crampes intestinales, je pense. Alors que j'ai vu la stat tout à l'heure, on se la partageait entre nous. Elle a manqué, c'est quoi, 5 matchs en 8 ans ou 8 matchs en. Kelsey Mitchell ne manque jamais un match, donc là c'est vraiment la tuile. Surtout que offensivement, elle était quand même hyper importante parce que Indiana avait pas des scoring, avait pas des masses d'armes. Mais donc voilà, si on rappelle vite fait le scénario, hein, donc on a Indiana qui d'emblée prend le premier match, qui surprend un peu Vegas. Vegas qui fait aussi un peu, si je me rappelle bien, un non-match offensif hein, sur celui-là. Il y a surtout dans le premier, il y a surtout un bon plan de jeu qu'on avait vu un peu en saison où Indiana attaque parfaitement la défense de drop des grandes. Et c'est à peu près la même similitude que le match de la saison régulière que Indiana avait gagné. Elle refait à peu près le même plan de jeu, Stephanie White. Et puis après, il y a des adaptations. Il y a une belle adaptation en Game 2 de Becky Hammon, notamment défensivement sur Kelsey Mitchell. Sur Kelsey Mitchell, ouais. Pareil, j'en ai fait un petit thread tactique si vous voulez regarder un peu pour retrouver un peu le détail, avec des orientations en ligne de touche pour la forcer à lâcher la balle. Et on sait que c'est pas une grande passeuse, donc on lui a coupé un peu le scoring. Ça a bien marché. Et puis après, ça s'est rééquilibré. Et c'est vrai que c'était une série assez étrange parce que
c'est pas que le niveau de jeu était pauvre, mais c'est vrai que il y avait quand même moins d'emballé, moins d'emballement tactique, on va dire, En de fait, le jeu produit, quoi. Mais bon, ça restait quand même de l'intensité et les matchs ont été non, non, tous à peu près serrés, quoi. ouais, Donc, les matchs c'était ont été cool quand tous. même. Ah, il y a le deuxième match où là, Indiana se fait punir. D'ailleurs, on a un peu peur parce qu'après le troisième match, Vegas le gagne de nouveau. Donc là, on se dit que c'est fait. Et en fait, le quatrième match, Indiana va le chercher. Un très bon match. Alors, je sais bien que c'est aussi beaucoup discuté d'arbitrage sur ce match-là, parce qu'entre autres, c'est Ali à Boston qui tire énormément de lancers francs. Mais en fait, je trouve surtout que le jeu passe Ouais, mais ils énormément ont bien par elle. ciblé. Ils ont Ils ont bien très ciblé. bien ciblé. Le jeu passe beaucoup par Ali à Boston. Et en fait, il y a un moment où, où Vegas veut lui mettre la pression parce que justement c'est elle qui a les clés du jeu et elle a mis ses lancers et donc à partir de là le plan de jeu fonctionne. Alors encore une fois, hein, il y a toujours la question de savoir sur un match certains contacts que tu peux faire pas faire, on en revient à la cohérence, mais moi personnellement c'est pas quelque chose qui m'a choqué. Et après sur le dernier match, on a c'est un match décisif de playoff. J'ai envie de dire un match décisif de playoff, c'est jamais incroyable en termes de jeu. Par contre, il y a de l'intensité et il y a des stars qui tirent leur épingle du jeu. Et entre autres, Eja Wilson et Jackie Young qui sortent Mmh. des, des lignes de stats C'est complètement dingue, ouais. d'un Avec autre beaucoup de univers. avec des Et tirs, hyper difficiles, quoi, rentrés, quoi. ouais, ouais, ouais. Et c'est là qu'on voit, je pense aussi qu'il y a un moment, il y a le talent des stars qui finit par faire la différence. Effectivement, sans Kelsey Mitchell, il y a un moment, tu peux avoir tous les ressorts tactiques que tu veux, ça finit par coincer. Ouais, je pense que l'issue de la série est assez logique. C'est quand même pas mal de voir Vegas qui, on voit, quand même vraiment une belle dynamique, même s'il y a on va pouvoir y revenir. Il y a des failles dans cette équipe-là, hein. C'est une équipe qui a, je pense, plus de failles que les années où elle a été championne de manière indiscutable. Et d'un autre côté, Indiana qui a été très valeureux, qu'on n'attendait pas résistant à ce point-là. À de multiples aspects et on a juste envie de dire bravo pour la saison. Maintenant il faut penser ses plaies, essayer de rester, essayer de conserver ce groupe, en tout cas ce noyau en grande partie, voir comment on peut réintégrer Caitlin Clark, hein, parce que et je pense Ouais, que ça c'est c'est pas rien. c'est très positif pour le futur du Fever, avec finalement l'occasion à ce groupe aussi de montrer qu'il n'y a pas que Caitlin Clark qui peuvent faire des choses Ça montre autour que c'est d'elle. une bonne équipe, quoi, aussi, quoi. Exactement, ça a sans doute permis de trouver des ressorts tactiques en dehors de Caitlin. Ça, c'est toujours intéressant aussi d'avoir d'autres options. Donc voilà. Après, pour cette saison, j'ai envie de dire bravo Indiana. Et maintenant, Ouais. on passe à la finale avec un duel. Ça Cette se résume fois-ci sur pas à le ça, style. mais un duel Eja Wilson, Alyssa Thomas. Euh, Ça faisait longtemps. ouais, mais qu'on a eu, mais est-ce qu'on l'a eu en finale? Oui, en 2022. En 22, ouais. En 22, on l'a eu en finale, En effectivement. 22, ouais. En 22 en finale, ouais. Ouais, bah, avec une autre équipe des Aces et une autre équipe du Sun quand même, mais oui. Ouais, non, bah, enfin, ça va être une finale intéressante. Pour moi, c'est une belle opposition de style, qui va être, assez intéressante à regarder. Je pense qu'elle est enfin, j'en parlais encore, avec certains amis là aujourd'hui, mais je pense que c'est quand même assez incertain, cette finale, disons qu'il y a des failles un peu dans des 2 côtés. Je me pose des questions, comment Vegas va arriver à tenir, bah, le jeu, des fois très rapide, de Phoenix, alors que Vegas, on l'a vu contre Indiana, elle souffre beaucoup sur la transition, sur la défense de transition. Elles ont beaucoup de mal là-dessus. Quand on sait qu'il y a Kalea Copper, Alyssa Thomas, Satou Sabali, des choses qui se projettent très vite. Je Alyssa pense que Thomas, c'est peut-être la meilleure joueuse sur transition de voilà. la Ouais, puis ligue Kalea encore. Copper, pas Exactement, mal oui, elle est pas aussi, tu toute vois, en seule. termes Elle est de pas toute vitesse seule. et tout, quoi. Donc ça va être intéressant. Je pense que le pick and roll inversé va être aussi voir comment Vegas va pouvoir défendre ça. Mais de l'autre côté, je pense qu'il y a un gros problème aussi à régler pour Phoenix, c'est qui va limiter Jay Wilson. Et je me suis refait un match de saison régulière ce midi où Vegas a gagné 3-1 sur la saison. Parce que j'allais La te demander, match-up. c'est 3, Ouais, il y a 3-1 3-1 Vegas. et 3-0 quand Edja Wilson est sur le terrain. Le seul match où Phoenix a gagné, Edja Wilson n'est pas là. Donc, bon, voilà. Après, c'est des matchs de saison qui sont Ouais. pas consécutifs, il n'y a pas d'adaptation, mais bon, voilà, ça veut dire quand même quelque chose.
Après, il faut voir, parce que des fois, les coachs, ils laissent aussi des choses dans leurs manches. Mais en tout cas, je pense que ça va être une vraie bataille entre, comment dire? Enfin, attends, je vais reformuler, pardon. Je pense que c'est la défense qui va prendre le moins l'eau qui va gagner cette série. C'est-à-dire que, est-ce que Phoenix va être capable de limiter énormément A'ja Wilson? Est-ce qu'elles vont doubler? Parce qu'elles n'ont pas vraiment de profil. Tu vois, Aliyah Boston, elle l'a énormément gênée, A'ja Wilson. Mais Aliyah Boston, elle est plus grande qu'A'ja, elle est plus physique, tu vois, elle peut mettre du contact. Phoenix, elles l'ont pas, cette joueuse-là. Ouais. Ou Donc, alors tu dois jouer avec Natasha Mack, mais alors ça te pose ouais, mais Natasha Mack, d'énormes c'est quand questions même. offensives en fait. Ouais, ouais, voilà. Et puis c'est quand même pas la même chose que la puissance physique Non. qu'Aliyah Boston. On a vu qu'Aliyah Boston a mis beaucoup de contacts physiques sur Edja, tu vois, elle a été la chercher. Natasha Bach, c'est plus une joueuse aérienne, longiligne, tu vois, c'est moins physique. Donc ça, est-ce que Phoenix va faire le choix de doubler? Est-ce que donc qui sait que ça va qui sait que ça va libérer de l'autre côté, tu vois? Est-ce qu'il y a des shoots? Il y a quand même des shooteuses fiables à Vegas, donc faut faire attention. Et puis de l'autre côté, c'est qui va défendre Alyssa Thomas? Parce qu'Alyssa Thomas, ça passe son temps à l'extérieur, vu qu'elle organise le jeu. Qui va défendre Satou Sabali? Parce qu'on sait que Edja Wilson, Nalissa Smith, elles n'aiment pas trop être à l'extérieur de la raquette. Sauf qu'Alyssa Thomas et Satou Sabali, elles passent plus leur temps derrière la ligne à 3 points que. Donc, je trouve que c'est des vrais match-up intéressantes. On va voir ce qui va se passer au premier match. J'avoue que j'ai un peu de mal à voir comment les équipes vont s'adapter. Peut-être que lors du premier match, il va peut-être pas y avoir trop d'adaptation. Les deux équipes vont peut-être dérouler leur jeu. Et c'est peut-être plutôt à partir du game 2 Mhm. qu'il va y avoir des choses. Et dernière chose là-dessus, c'est qu'il faut le dire, là, ça va être une série de 7. Oui. Enfin, en 7 quoi. Ce qui est la première fois de la Ligue. Et donc, c'est quand même complètement différent pour les joueuses qui avaient l'habitude de faire des finales en 5. Et en 7, ça laisse quand même plus de temps. Et donc, plus de possibilités d'adaptation. Donc, il y aura peut-être aussi, dans les premiers matchs, peut-être un petit peu moins de choses tout de suite pour garder des choses dans la manche. Parce que honnêtement, quand on joue 5, 6 fois la même équipe de suite, au bout d'un moment, les adaptations, c'est pas infini, quoi. Donc voilà, quoi. Donc moi, je suis très intrigué par cette finale et j'ai vu beaucoup de choses passer sur Twitter en disant Phoenix va étrier Vegas. Je pense que ça vient du fait que bah, le fever était un peu diminué, tu vois, qu'on a vu un peu Vegas galérer un peu. Moi, je pense que ça va être plus serré que Ouais, certains l'imaginent, en tout cas. c'est pas du tout la même match-up hein, parce que Ouais, voilà, c'est il ça. y avait Ali à Boston, il y avait Natasha Howard aussi, donc il y avait entre Mm. guillemets de la viande. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Phoenix, c'est une équipe qui est très, je veux dire, pyramidale dans sa hiérarchie, vraiment, avec la dépositaire du jeu Alyssa Thomas, deux lieutenants Kalia Copper et Satou Sabali, et des role-players très bien sentis. Moi, je pense qu'il y a un facteur X aussi, c'est à tous ces role-players-là qui, eux, peuvent être un peu plus défendus parce que ça reste quand même des joueuses qui sont d'un niveau plus faible. Mais par contre, effectivement, une joueuse comme Monique, par exemple, peut avoir son importance parce que c'est une joueuse sur laquelle on va peut-être sans doute pas mettre la plus grosse défenseur. Donc peut-être qu'elle va se retrouver, tu vois, avec Chelsea Gray par exemple, sur qui elle va peut-être pouvoir la prendre de vitesse, elle va peut-être pouvoir trouver des écarts. Donc je pense que c'est important. C'est le cas de toutes les séries, mais je pense que c'est important que les role players puissent apporter leur pierre, si minime soit-il, à l'édifice. Et parce que ça va aider tout le reste du plan de jeu. On sait que le plan de jeu de NetTibet, c'est un plan de jeu qui est aussi un peu léché avec effectivement toutes ces shooteuses autour. Je cite Monique parce qu'on l'a Mm. beaucoup vu, hein, mais elle est pas la seule dans l'effectif. Euh, je suis curieux de voir effectivement ce que peut apporter Kalea Copper parce qu'elle a un profil totalement différent. Qui fait Euh, pas des playoffs incroyables en plus depuis non. le début, quoi. On l'a pas trop vu. Elle est un peu en défaillance d'adresse quand même par moment, quoi. Et donc ouais, c'est hyper intéressant. Euh, Il y a peut-être un scénario où on n'est pas sur la série la plus défensive de la Terre d'ailleurs, hein. De un, parce que Bah, Phoenix Phoenix n'a peut-être défend pas bien les quand même. armes. Ouais, Phoenix Phoenix défend défend bien quand bien, mais même. n'a peut-être pas les armes par rapport à certaines choses, en partie Eja Wilson, effectivement. Et d'un autre côté, Vegas a une défense assez moyenne, Ouais, ouais, vraiment. c'est Euh, clair. et donc, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas un switch de certaines équipes et de se dire, en fait, juste on essaye d'attaquer, je pense surtout à Vegas, en fait, de se dire, nous,
on optimise notre attaque au maximum et on essaye de mettre des cartons, quoi. Je pense qu'il y a Phoenix doit, à mon avis, a un petit peu plus d'armes tactiques, c'est-à-dire d'adaptation possible dans son jeu. Parce que on parle beaucoup du pick and roll inversé, des drives d'Alyssa Thomas, des ressorties à 3 points, etc. Il y a beaucoup de ça, mais Nick Tibbetts aussi, c'est un super coach pour attaquer les mismatchs. Et si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé contre Minnesota, Satou Sabali, elle a passé son temps à attaquer Bridget Carlton dès que ça switchait, en fait. Et ça, il le fait très très bien. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir un avantage de taille, il va chercher le mismatch. Et il y en aura des avantages de taille parce que Vegas va jouer certainement beaucoup avec les trois petites. On le voit souvent. Et donc, à un moment, Kalea Copper, elle a sans doute l'avantage de taille. Satou Sabali, peut-être qu'elle aura l'avantage de taille sur certains switches. Et il y a le pick and roll inversé, mais il y a aussi cette attaque. Côté Vegas, on est quand même un peu plus sur un jeu d'isolation. Voilà, où on joue, on cherche beaucoup Edja Wilson. On l'a vu hier, Jackie Young, les tirs qu'elle met, c'est des tirs contestés. Alors elle est forte, on le sait qu'elle est capable de les mettre, et évidemment, mais c'est beaucoup plus du jeu d'isolation. Chelsea Gray, c'est pareil, elle aime bien jouer ses ISO, tu vois. Elle a rentré d'ailleurs des gros tirs en prolongation hier. On avait l'impression de revenir en 2022 et 2023, quoi. Enfin, surtout 2022 d'ailleurs. Donc voilà, il y a peut-être un petit peu moins d'armes tactiques. Par contre, ils ont peut-être la meilleure joueuse du monde ou la deuxième meilleure joueuse du monde, tu vois, de leur effectif. Et qui peut poser des gros problèmes parce que tu n'as pas forcément le profil. Alors, pour la défendre, moi je le répète souvent, au basket, aujourd'hui on défend plus en 1 contre 1. Mais ça va t'obliger peut-être à doubler. Et donc ça va peut-être aussi ouvrir d'autres joueuses, ouvrir des shooteuses. Et quand même, Vegas, Chelsea Gray, Jackie Young, Julie Lloyd, c'est quand même des shooteuses qui sont pas mauvaises. Donc, faut voir un petit peu ce que ça peut donner. Je pense qu'il y a un point aussi à Phoenix, et ça a bien marché. Indiana l'a bien fait et a bien embêté Vegas, c'est la défense de zone. Indiana en a fait beaucoup contre Vegas, et on a vu Vegas avoir beaucoup de mal à attaquer la zone, à être très statique. Et donc ça, c'est peut-être une piste. Alors Phoenix n'en a pas fait de C'est ce que mémoire j'allais dire, c'est sur la pas ouais. saison, mais peut-être que ça peut être une petite adaptation, ou peut-être, tu vois, sur un demi-match, de dire, ok, on prend l'eau sur Edja Wilson, on n'arrive pas à la limiter, eh ben on va sortir la zone, comme ça déjà on va couper le mismatch, tu vois, et ça rend la chose un petit peu plus délicate. Donc il y a plein de choses intéressantes, hein. Je suis curieux de voir tout ce qui va se passer. J'en avais parlé un peu contre Minnesota aussi. Je pense qu'il va y avoir des guerres de match-up aussi, défensives. Je serais pas étonné qu'il y ait des joueuses au début qui débutent sur certaines joueuses, et puis qu'au deuxième match, on ait complètement réinversé les match-up défensifs, tu vois. Ben, on va déjà dire Donc, aussi quelque chose, c'est qu'on peut peut-être parler de la bataille des coachs parce qu'on a deux excellents coachs oui. qui ont Ah tous oui, les oui. deux fait de très bonnes saisons au coaching de façon globale. Deux coachs qui viennent de la NBA Et qui s'adapte bien. et qui s'adaptent bien, l'un comme l'autre. Qui, je réfléchis parce que je ne sais plus le parcours de Nate Tibbetts, mais qui ont peut-être un peu l'expérience aussi de ces séries de playoffs plus longues. En tout cas, je sais que c'est le cas de Becky Hammon, évidemment. Nate Tibbetts, il faudrait que je regarde son pédigré exactement, les équipes par lesquelles il est passé, parce que je suis pas sûr que toutes ce soient des équipes qui aient Je me vraiment demande fait s'il les n'est pas playoffs. passé par Portland, je crois. Ouais, Enfin, je c'est vais peut-être possible. dire une bêtise, hein, Mais mais bon, en tout cas, il est passé en NBA, c'est sûr. à vérifier, mais en tout cas, ils ont un background en termes de culture qui peut se rapprocher. On a deux équipes avec d'un côté comme de l'autre du caractère bien trempé, donc ça nous promet quand même, je pense, de Ouais. l'intensité. En tout cas, c'est certain. C'est deux équipes qui sont très intenses, avec deux stars qui sont très intenses, chacune à leur manière. Euh, et donc c'est ça que je me dis. Je pense que ça va être des séries qui vont être hyper cool. Enfin, moi, je m'en réjouis. Autant en début de saison, je m'attendais à avoir un remake Minnesota-New York. Autant je suis très Ouais, bah oui, content. oui. On a autre chose, mais en fait, franchement, par rapport à ce qu'elles ont montré toute la saison, en tout cas pour la deuxième moitié pour Vegas et globalement toute la saison pour Phoenix. Je trouve ça très excitant de les retrouver toutes les deux en finale et j'ai l'impression qu'on va avoir des finales qui non seulement vont être, je pense, assez cool en termes de jeu, mais en plus j'ai l'impression que dans ce qui va graviter autour, sortez le popcorn,
ça peut être pas mal parce que c'est pour ça que je parlais tantôt de l'arbitrage. Après, si ça parle trop de ça, moi, ça va me saouler par contre. Mais c'est sûr que on a deux fanbases qui sont à fond, clairement. C'est deux grosses ambiances C'est d'ailleurs. deux grosses ambiances. D'ailleurs, ouais, ça c'est important à mentionner aussi. Du Vegas a côté, l'avantage du terrain, hein. ouais, et des deux côtés, c'est des grosses salles avec des grosses. Mm. Enfin, il va y avoir du public et avec des grosses ambiances. Donc ça aussi, c'est plutôt cool pour des matchs de finale. Ça va changer par exemple des finales 2019 où on avait deux des plus petites salles avec Washington et Connecticut qui étaient deux publics cool et chauds, mais tu vois, c'était un peu Mm. gentillet. Là, c'est Oui, des ça va ambiances envoyer. chaudes, Ouais. quoi. Donc c'est assez cool. Non, moi je suis vraiment impatient. Si je devais faire un petit prono, ah, j'ai envie que ça aille en 7 et je vais dire en 7. Je vais dire en 7, mais je vais dire 4-3 Phoenix. Ok. T'es pas mauvais depuis le début en plus, je pense, sur les pronos. Ouais, c'est ça qui me fait peur. Je suis beaucoup trop bon cette année. C'est pas normal. Mais là, sur une série en 7, c'est beaucoup trop compliqué. Ouais. Ouais, bah je sais pas, moi j'en ai discuté. Je, je vais On est peut-être d'accord que partir. le format, c'est le format classique NBA. Oui, Hein. c'est le C'est format NBA, ouais. Ouais, ouais, c'est 2-2, le 1-1-1, ouais, quoi. ouais, Ouais. c'est le format NBA, ouais. C'est difficile parce que j'ai l'impression que Phoenix a quand même un peu plus d'armes, mais je pense que la meilleure joueuse, elle est côté Vegas. Et du coup, parce que j'adore Alyssa Thomas, mais tu vois, je vois pas Alyssa Thomas mettre 37 points Non, dans un match et en tu termes de vois, domination, parce que quand tu voilà, disais tantôt qu'il voilà. y a t'as peut-être là ou une des deux meilleures joueuses du monde, je te suis complètement. Et même si j'aurais tendance à mettre en troisième assez rapidement, en tout cas dans le top 5, Alyssa Thomas, mais dans le profil, ça n'a rien à voir en fait. Et Jay Wilson, en termes de juste domination individuelle, est peut-être même d'ailleurs juste la meilleure joueuse au monde en fait, en termes Oui, de. oui, bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, je sais pas. Ah, je vais quand même rester sur ce que je pense. Je vais quand même mettre Phoenix parce que je pense, encore une fois, que Phoenix a plus d'armes tactiques pour s'adapter. J'ai du mal à voir trop Vegas s'adapter. Je pense que Vegas va jouer leur jeu. Euh, et le banc aussi, tu vois, Oui. l'apport du banc de Vegas est peut-être un peu moins bon. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais j'y pensais dans le sens où, tu vois, quand je parlais tout à l'heure de Monique, de ces joueuses-là, des role-players, C'est une belle saison quand même aussi. ouais, C'est une tout à tombe, ouais. fait. Tout à fait. Quand tu vas te retrouver et qu'en face, c'est Dana Evans, par exemple, ou tu vois Mm, ce genre de mm, joueuse, là, tu as des failles à exploiter, quoi. mm, Et d'ailleurs, ça risque peut-être de pousser Becky Hammon à devoir bombarder sur ses titulaires, ce qu'elle fait souvent, hein, quand à un moment, elle trouve pas les solutions, elle tire sur ses titulaires, sauf que ici, c'est une série de 7. mm. Bon, on va voir, C'est ouais. c'est une série de 7, tu as Mm, déjà dû faire une série mm, de 5 avant, tu as fait une série de mm. 3. Enfin, je veux dire, Vegas a dû aller à chaque fois au bout. Donc peut-être qu'à un moment, la fatigue peut jouer. Après, il y a aussi un scénario où Phoenix tente des adaptations et qu'en fait, ça suffit pas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, on va voir, mais je mets quand même un peu Phoenix devant parce que, voilà, sur l'aspect tactique, et je pense que, enfin, la défense de Vegas m'a vraiment pas rassuré dans les playoffs. Elles se sont quand même fait. Alors, par Seattle, pas trop, parce que Seattle n'avait pas forcément le plan de jeu pour l'embêter, mais là, Indiana, ils ont quand même plusieurs fois, enfin, il y a eu des ouvertures à peu près assez impressionnantes, et je pense que Phoenix va très bien exploiter, notamment les petites. Je ne serais pas étonné qu'il y ait pas mal de switch et que ça joue beaucoup sur Chelsea Gray, que ça aille beaucoup chercher Chelsea Gray avec Kalea Copper, tu vois, avec Satou Sabali, et je pense que ça, c'est un vrai avantage tactique quand même. Il y a, il y a pas de grandes joueuses par la taille, en fait, entre guillemets. Mais par contre, elles ont beaucoup de grandes sur tous les postes. Et quand Vegas joue avec ces trois petites là, et il y a même eu des line-up où elles ont joué des fois avec Chelsea Gray, Dana Evans et Jackie Young, ça fait quand même pas grand du tout. Et ça, je pense que Phoenix va vraiment bien les exploiter parce que Nate Tibbetts, il fait ça très bien. Donc, je mettrais Phoenix, je vais mettre 4-2 Phoenix parce que je serais peut-être parti sur 4-3, mais j'ai pas envie de mettre le même prono que toi. Donc, bah non, mais c'est juste, encore une fois, les pronos, ça repose pas sur grand-chose, hein, c'est juste pour Ouais. l'exercice, quoi. Donc, je vais mettre 4-2 Phoenix.
Mais je pense que les matchs seront serrés et honnêtement, si, ça va en 7 et même si Vegas prend la finale, je serais pas complètement étonné parce que, c'est pas impossible que A'ja Wilson, elle tourne, à 35 points de moyenne sur la finale, hein. Ouais, ouais. Pour Honnêtement, moi, c'est vraiment 50-50, hein. mmh, Je moi je mettrais et plus 60-40 quand même. ouais, ouais et Mais moi, je mets ça voilà. aussi, là, pour le coup, ça sort totalement de l'analyse pure parce que, c'est peut-être la dernière fenêtre d'Alyssa Thomas Ouais, bah, ça, c'est oui. Bah, je pensais qu'elle était et refermée moi d'ailleurs, hein, mais ouais, ah ouais, ouais, moi aussi, on en avait déjà parlé, mmh, et et je me dis: «Allez merde, faut» il y a un moment, une joueuse, parce que pour le coup, elle, elle a pas le palmarès parce qu'on n'a jamais voulu lui donner, mais par contre, en termes de ses performances et de ce qu'elle fait, ça commence quand même gentiment à rentrer, comme il faut all time en fait, ah bah, oui, oui, on est Alyssa d'accord. Thomas. Donc il y a un moment qu'une joueuse pareille puisse terminer sa carrière sans bague, je trouverais ça un peu dommage, même si bon, ce serait pas la dernière, mais Et puis la première. ni la première. Mais bon, ouais. En tout cas, moi, je suis très impatient. Je pense que ça va être des bonnes finales avec 2 équipes, qui vont batailler, donc c'est vachement cool. Ça permet de rappeler le programme. Je le reprends devant moi. On a donc le premier match qui est vendredi soir, que je ne dise pas de bêtises. C'est ça, et ce sera à 2 heures du matin, donc dans la nuit de vendredi à samedi. Et le deuxième match, donc qui est à Vegas aussi, hein, les 2 premiers matchs sont à Vegas. Lui, par contre, est donc dimanche et il est à 9 heures du soir pour nous en Europe. Donc ça, c'est très cool. Et si ça va jusqu'au Game 5, on aura dimanche prochain, donc le 12 octobre, de nouveau un match à 21 heures le dimanche. Donc, euh, donc voilà, des horaires plutôt cool. Sinon, pratiquement tous les matchs sont à 2 heures du matin. Bah, c'est assez logique, hein. Mais Ouais et puis bon, de toute façon, là, maintenant, même pour les gens qui ne se lèvent pas la nuit, vu qu'il y a qu'un match à regarder pour les replays, c'est pas enfin, il y a et puis il y a toujours au moins 2 jours, voire plus entre les matchs donc il y a le temps de revoir, les matchs, même des fois plusieurs fois pour pour les analyser un peu plus dans le détail. Je ouais. pense que je ferai un petit suivi quand même, assez précis de ce qui se peut se passer sur ces finales. Ça va être plus facile de s'y plonger quand il y a plus qu'un match, quoi. Ouais. Et donc on rappelle que ce serait donc le troisième titre de Vegas ou Oui, le quatrième de Phoenix, mais en étant le premier de la plupart de ces joueuses-là, si ce n'est bon, Dewana Bonheur qui a déjà 2 titres, Kalia Copper qui en a peur qu'on déjà a un, un. Ouais. et je pense que c'est tout dans l'effectif. Sammy Whitcomb qui a déjà été Sammy titré Whitcomb aussi avec avec Seattle, Seattle. ouais. Du côté de Vegas, à peu de choses près, Jewel Lloyd en a déjà 2 et les autres joueuses en ont déjà 2, donc elles en auraient 3. Euh, et donc ça va être intéressant de voir tout ça. Et ben ça nous permet de se laisser là-dessus, de vous souhaiter à tous une bonne fin de semaine du coup, des bons playoffs et à très vite pour poursuivre la fin de cette saison de WNBA. Merci Gis, Bah, merci Flo. Ciao. à bientôt, ciao.